Bon, ce matin, au réveil, j'ai réalisé que j'avais oublié pas mal d'éléments dans la précédente vidéo. J'en ai marre de dire précédente vidéo. Qui faisait que je pouvais pas mettre les vidéos entre parenthèses si je mettais pas ces éléments dans cette vidéo. C'est chiant de dire vidéo parce que tu sais, les gens ils voient bien que t'es en train de faire une vidéo. C'est comme si un écrivain il commençait son livre par dans ce livre, au cas où ces lecteurs seraient tellement cons qu'ils aient même pas conscience qu'ils ont ouvert un livre et qu'ils sont en train de lire, tu vois. Donc voilà, je vais mettre dans cette vidéo tous les éléments manquants. Le lien principalement de la technologie, la relation... Ta gueule. Bah vous allez voir. La fonction de la technologie. Quelle est-elle? Quand j'avais commencé, il y a 2 ans, à parler, je m'étais embarquée dans une tentative de dénonciation de la 5G. J'étais anti-technologie, ce qui était complètement incohérent par rapport à la démarche de faire des vidéos, parce que quand tu fais des vidéos, tu utilises la technologie. Mais ça, je ne le voyais pas. Et cette rébellion contre la technologie cachait une incompréhension de sa fonction. Aujourd'hui, les gens utilisent la technologie pour leur personnage, pour leur orgueil, pour se refléter dedans et renvoyer au monde une image, un reflet amélioré d'eux-mêmes. Donc ça, c'est l'utilisation de la technologie par le mort, par les parcelles victimaires. Donc c'est l'utilisation malsaine et stupide de la technologie. L'utilisation intelligente de la technologie, c'est justement pour ce qu'elle est. Quelle est la particularité d'une caméra? Quelle est la particularité du micro de notre téléphone portable? Eh bien, c'est qu'une caméra, ça a un objectif, un capteur, et c'est objectif. La technologie, c'est objectif. La technologie, ça n'a pas d'affect, ça n'a pas de sentiment. Une caméra n'a pas de sentiment. Il y a les affects, les sentiments qu'on place dedans, comme par exemple avec nos voitures. Moi, j'ai observé ça avec ma voiture, c'est que je l'aime. Et j'ai l'impression qu'elle a une personnalité, mais elle n'a pas de personnalité. Elle a la personnalité que j'ai mis moi dans la voiture. La caméra, du fait qu'elle est objective, eh bien, elle est super utile dans le processus d'individualisation, dans le développement de la conscience. C'est la technologie qui peut nous aider dans le développement de notre conscience, pas les éveilleurs de conscience. Parce que les éveilleurs de conscience, ils ont leur orgueil. Donc forcément, ils vont dévier le processus. Une caméra, ça n'a pas d'orgueil. Et c'est ça qui nous manque à nous les humains, l'objectivité. Nous ne pourrons jamais être objectifs parce que nous avons des sentiments, nous avons des affects, nous avons une sensibilité, nous avons des émotions. C'est le propre de l'humain. Donc nous pouvons tendre à l'objectivité, mais nous ne pourrons jamais l'être et ce n'est pas la fonction, j'ai envie de dire, de l'humain d'être objectif. Ceux qui fantasment l'objectivité, ils sont fous. Ils s'aliènent. Ils se coupent complètement de leur sensibilité, donc c'est vraiment pas bon. Par contre, nous pouvons utiliser les outils que nous avons créés pour avoir l'objectivité qui nous manque.
Donc quand je disais que la conscience est une affaire personnelle, c'est soit par rapport à soi, justement la caméra, mais aussi le capteur sonore, le micro du téléphone permet d'avoir ce retour absolument objectif sur soi par rapport à notre image, par rapport au son. Même s'il y aura toujours un petit filtre dans le sens où les capteurs visuels ou sonores ne reproduisent pas à l'identique les sons, parce qu'ils ont leur propre, non pas leurs affects, mais leur imperfection, parce qu'une technologie, le propre d'une technologie, c'est d'être constamment en développement, en perfectionnement. Ça doit toujours se perfectionner, ça ne peut pas reproduire à l'identique quelque chose. Il y aura toujours, enfin, comment dire quand je dis quelque chose, un capteur sonore, un micro ne peut, un enregistreur ne peut pas reproduire à l'identique un son, mais ça peut tendre à le reproduire, en tout cas suffisamment bien pour que ça nous serve, nous, dans notre processus de conscience. Moi, par exemple, donc, quand j'écoute ma voix, j'utilise mon téléphone. Le capteur, il n'est pas génial parce qu'il fait des sons très aigus, mais c'est suffisant en termes de perfection pour que je puisse, moi, m'entendre bien, parce que c'est d'abord l'intention que j'entends dans ma parole, dans ma vibration, qui va m'informer, plus que la qualité du son. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai jamais eu un attachement trop fort à la technique, parce que les gens qui sont obsédés par la technique et la perfection sont dans l'artifice, comme dans l'art. Ceux qui te montrent, par exemple, tu vois, des portraits hyper réalistes faits en peinture. Alors, tu pourrais dire, ils montrent la présence de leur sujet. Non, non, ils montrent la technique. Ils montrent à quel point ils maîtrisent la technique. Donc, c'est kitsch. C'est kitsch parce que c'est de l'imitation. C'est obsédé par l'imitation de la réalité. C'est ça le kitsch. Donc, c'est vulgaire. Tout comme les gens qui sont coupés d'eux-mêmes, désœuvrés, qui errent sur Internet, qui volent les informations des uns et des autres, sans même s'en rendre compte parce qu'ils s'en imprègnent, parce qu'ils sont dans la passivité, ils n'ont pas activé leur processus créatif, eh ben, ils sont dans la copie, donc dans l'imitation, donc ils sont vulgaires, ils sont kitsch. La vulgarité, c'est pas une question formelle, c'est pas le fait d'être grossier dans son vocabulaire, parce que la grossièreté et la vulgarité peut être le moyen d'exprimer son intensité et donc certaines intentions qui ont besoin de passer comme ça. C'est pas ça la vulgarité, c'est pas une question formelle, mais c'est cette médiocrité dans la copie et l'imitation. Dans l'artifice, quoi. Ce qui est vulgaire, c'est l'artifice, c'est le paraître. Voilà, donc cette fonction de la technologie essentielle dans le développement de la conscience et dans ce recollement à soi. C'est-à-dire que si on ne pouvait pas entendre notre voix, on ne pourrait pas se recoller à notre voix. Deux autres moyens d'utiliser le protocole. Donc, il consiste à enregistrer sa voix pour s'écouter. Quand c'est trop dur de commencer, parce que, comme le disait une personne dans un commentaire, à la fois c'est simple et compliqué. Loupiote pisse. Comment contourner l'obstacle tout en le franchissant? Déjà, c'est de se poser une question. Ça, j'en avais déjà parlé dans la vidéo maître-élève. Tu te poses une question à ton maître. Maître! Je me souviens quand on était à l'école. Oh putain, j'avais un instituteur, il supportait plus quand on l'appelait. Maître! Comme ça. Mais ouais, mais en même temps, c'était peut-être pas à sa place en fait, le pauvre. Donc tu commences comme ça, si tu t'appelles Rodolphe, dis-moi,
Où sont les clés de la voiture? Je prends volontairement un exemple comme ça, bien prosaïque, parce que c'est sur ces petites choses de la vie quotidienne que le contact s'établit. Et puis moi j'ai plein d'exemples avec les clés de voiture parce que c'est vraiment le truc que je perds tout le temps. J'ai dû accrocher sur les clés des gros lots. J'ai l'air d'une grosse hippie dès que je me balade, ça fait ding ding parce que sinon je les perds. Ouais bon, bref. Tu te poses une question, tu t'enregistres, tu l'écoutes et tu vas observer que ça va engager une dynamique de réponse. Une dynamique tout simplement. Voilà. Ensuite, un autre moyen de contourner l'obstacle en le franchissant, quand tu peux vraiment pas te parler à toi parce que c'est tellement trop bizarre et que tu sais pas comment être sincère avec toi-même, c'est vrai que c'est très très bizarre. Eh bien, tu penses à une personne qui est loin de toi et à qui tu ne peux pas parler. Une personne à qui tu aurais aimé dire certaines choses essentielles, mais à qui tu n'as pas pu les dire. Il y a forcément une personne dans ton que tu as dans ta tronche à qui tu peux penser là, spontanément. Ensuite, tu peux utiliser un support comme une photo ou... Ouais non, là ça va faire un peu magie noire vaudou là. Non, laisse tomber la photo. Tu dessines... C'est un truc de mongoloïde. Tu dessines un bonhomme qui représente cette personne, tu vois, et tu lui parles. Et tu t'enregistres. Voilà. Des fois, c'est plus facile d'imaginer que tu penses à quelqu'un. Voilà. Parce que le but, c'est quoi? Encore une fois, c'est quoi? Le but, c'est de choper la fréquence de la sincérité. Et justement, quand tu dois dire des choses que tu n'as jamais pu dire, que tu avais sur le cœur, voilà, encore une fois, tu chopes la fréquence du cœur. Tu vois, on me demanderait les 3 choses les plus importantes dans la vie, et ben, je dirais 1, l'amitié, 2, la sincérité, et puis 3, Mozart. Évidemment, hein, je mets l'amour à part parce qu'on ne peut pas comparer l'amour. Ah non, c'est certain, parce que l'amour... Ouais. Une fois, je sais plus, je parlais avec une personne qui me disait « Et tu te sens comment après? Tu te sens plus forte ?» Non, tu te sens pas plus fort. Tu te sens pas plus fort. Tu te sens plus dégagé. Tu sens que t'as dégagé de la matière d'inertie, quoi. La matière de non-dit, de non-être, quoi. Tu l'as transformée, tout simplement, cette matière. Donc, il y a beaucoup plus de place. Voilà. Et en même temps, t'as établi le contact avec ton être. Donc, t'es plus vivant. T'as plus d'énergie. Mais c'est pas que t'es plus fort. Une fois, j'étais au téléphone avec une amie et je cherchais à la faire chier. Et donc, je demande à cette personne, comment peut-on reconnaître une relation karmique? Une relation karmique, c'est ce qui est appelé dans le langage, dans le jargonnage de la psychanalyse, les relations oedipiennes, c'est-à-dire les relations au travers desquelles se rejoue un drame de ton enfance ou un comportement que tu reproduis issu de tes parents, quoi. Et c'est pas forcément des relations intimes, hein, ça peut être aussi avec des amis ou des personnes de ton entourage ou au travail. Et je lui avais dit, vas-y, donne-moi la réponse en un mot. Et puis, mon ami répond par une grande phrase avec plein de mots. Et donc là, je lui dis, mais non, mais un mot. Et donc, elle se tourne vers son petit enfant de 4 ans et elle lui pose la question, comment on reconnaît une relation karmique? Donc, un enfant peut pas savoir ce que c'est qu'une relation karmique. Mais un enfant a une conscience vibratoire. C'est-à-dire que, il sait sentir les intentions contenues dans les mots, dans les phrases, dans les questions. C'est ça la conscience vibratoire, c'est cette capacité à sentir les intentions.
Et c'est ça que nous, on a besoin de développer, parce que quand tu as des gens qui viennent vers toi ou que tu interagis avec d'autres personnes, tu dois pouvoir sentir les intentions des uns et des autres, sinon, eh bien, tu rentres justement dans des relations karmiques où il y a des drames qui vont se rejouer. Donc, elle lui pose cette question parce qu'elle a l'habitude de lui poser des questions, justement parce qu'elle sait qu'il a cette conscience et qu'il est en contact avec son haut potentiel. Un enfant, il est toujours en contact avec son haut potentiel. Et là, ce qui est incroyable, c'est que l'enfant a répondu spontanément. C'est quand c'est scrogneux. C'est scrogneux. Et là, je fais, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je voulais te faire dire. L'ennui. Tu reconnais une relation karmique parce que tu t'emmerdes avec l'autre. C'est chiant. Donc, c'est scrogneux. Et voilà, ça, c'est le haut potentiel créatif, d'intelligence, de sensibilité et même d'humour dans l'enfant, et de légèreté aussi, hein, dans l'enfant qui s'exprime. Et nous, on l'a ça en nous, il faut juste le solliciter. J'ai retrouvé des textes que j'écrivais quand j'étais ado, et je parlais en fait à cette époque des pensées fortes. T'as des pensées qui sont plus fortes que d'autres. Eh bien, ces pensées fortes, c'est ça, c'est la petite voix. Quand tu l'as écoutée, ta voix, elle est plus petite finalement. Elle est là, tu sais reconnaître au travers d'une pensée ce qui est ta voix, ta vraie voix, la voix de ton être, des pensées issues de la souffrance. Les pensées fortes. Donc moi, je pense fortement et ça fonctionne comme si j'entendais ma voix. Voilà. Aussi, un autre truc que j'avais oublié de dire, voilà, une expérimentation à faire. L'éveil aujourd'hui, c'est quelque chose dont de plus en plus de personnes parlent, et tant mieux. Mais il y a encore... Enfin, tant mieux, je veux dire, j'ai beaucoup critiqué les gens qui parlaient de l'éveil. Mais en fait, tant mieux. Hein, comme ce qui est appelé l'éveil de Kundalini correspond en fait à une sorte d'électrification du corps. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça, mais qui n'en ont pas conscience. Et qui vivent un tel chamboulement intérieur qu'ils deviennent incapables de prendre un simple boulot, faire un simple boulot parce que c'est trop compliqué, il y a trop de choses à gérer à l'intérieur, mais ils ne savent pas qu'ils ont vécu un éveil de Kundalini. Donc, c'est bien qu'il y ait des gens qui en parlent. Mais l'éveil, c'est encore trop un concept mystique qui semble réservé aux élites. Moi, je sais que je fantasmais complètement le truc, et c'est pour ça que j'allais dans... essayer de rencontrer des maîtres spirituels, parce que je me disais que c'était réservé à certaines personnes, et voilà. Et en fait, pas du tout. L'éveil, c'est un phénomène tout à fait banal, qui est le produit en fait du recentrage. Le recentrage amène l'éveil. Simplement, en fait, l'éveil peut se produire à un moment donné, et après tu peux te réendormir. Ce qui est dur, ce qu'on doit développer toute notre vie, c'est l'éveil continu, quoi. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important, c'est essentiel d'activer son potentiel créatif pour pouvoir trouver un domaine de réalisation dans lequel tu es éveillé, en continu, par opposition aux tâches mécaniques, aux devoirs, aux obligations, où là tu dors. Moi, quand je fais de la peinture, ce domaine-là que j'ai retrouvé, que je fais différemment que je faisais avant, parce qu'avant c'était frénétique, c'était compulsif, aujourd'hui je le fais pour être dans mon centre et donc être éveillé. Voilà. Il y a besoin d'une activité, d'une stimulation de la plasticité mentale, de la sensibilité, et d'une action dans la matière, parce que l'être s'épanouit dans cette
comme disait Christiane Singer, traverser dans la matière. L'être a besoin de traverser, de transpercer la matière. C'est son besoin, puisqu'il est dans cette recherche de connexion avec tout, quoi. Et ceux qui fuient la matière, je sais qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Bon. Un truc, donc, à faire, une expérimentation à faire. Bon, bah ça, c'est ce qui est pratiqué dans tous les centres de méditation. Mais moi, j'aime pas l'ambiance religieuse qu'il y a dans ces centres-là. Je trouve ça malsain. Et surtout, encore une fois, ça nourrit un truc genre, waouh, c'est dur de s'éveiller, faut se priver, faut beaucoup méditer, faut faire ci, faut faire là. Le 24 décembre, j'étais en famille et puis ma mère voulait emmener ma grand-mère à la messe. Tout le monde y allait d'ailleurs, mais c'était impressionnant. Ils rentraient tous dans la cathédrale, c'est dans une cathédrale, et c'était bondé, quoi. Et comme moi j'étais avec Loupiote, je voulais pas laisser Loupiote dans... On s'en fout, Hello, là que tu racontes ta vie. Bon, je voulais rester avec Loupiote. Donc je me suis mis à l'entrée de la cathédrale, assise, et j'avais 1 heure. Alors je me suis dit, bah, je vais faire 1 heure de méditation. Et ça m'a fait... Alors, je vais vous faire toutes les phases. Toutes les différentes phases qui ensuite mènent à l'éveil. Les différentes phases. Alors, tu t'assois. Ok. Là, t'as toutes les pensées qui arrivent. Putain, 1 heure à tuer, bordel de merde, dans cette ville toute pourrie. Oh putain, il fait froid. Oh, ça caille. Mais attends, en plus de ça, c'est mouillé? Ouais, parce qu'il y avait des flaques par terre. Là, t'as Loupiote qui fait sa tête, tu vois... avec les oreilles couchées, genre mais pourquoi on est assis par terre sur la pierre mouillée, c'est nul. Non, et qui commence à couiner. Mais intéresse-toi à moi, fais-moi des câlins, viens, on va promener. Alors, en plus, t'as les pensées, en plus, t'as Loupiote, tu vois, t'es là, mais putain, mais... Alors, tu te bats contre toi-même, non, va pas sur ton téléphone, parce que ça sert à rien, y a rien, tu vas rien trouver, donc, tu vas pas sur le téléphone. Tu commences un peu à te remettre en place, alors tu changes d'endroit, les gens ils passent, ils te regardent, t'es là, oh, putain j'ai l'air d'un clodo comme ça et tout. Toutes ces pensées. Après, t'as une pensée forte. Moi j'ai une pensée forte. Quand t'as fait ça, souvent, t'as plusieurs fois fait de la méditation, t'as quand même un contact qui se fait avec le centre, avec la base. Allô Houston. Là t'as une pensée forte, genre, Elodie, tu reconnais pas, là, les signaux? C'est toujours pareil quand tu commences la méditation. Ça fait ça au début. T'as toutes les pensées. T'es agité. Allez, dépasse-le, le truc, là. Allez. Bon, alors, tu dépasses. Et là, t'as plus les pensées. Mais là, qu'est-ce qui arrive à la place? La fatigue! Boum! Et là, ça correspondait au moment où Loupiote s'endort, tu vois. Et là, comme une masse par terre, elle pionce. Et là, toi, tu commences à pioncer, t'es là... Puis il fait froid, tu vois, et tu sens là... L'anesthésie, en fait, qui est produite de cette matière noire, enfin bon, moi, ça reste mes perceptions, hein, c'est pas une vérité, mais tu vois, c'est toute la souffrance qui sont là, qui remontent et qui créent cette anesthésie. Et là, boum, t'as la pensée forte. Ah, Elodie, tu reconnais là, hein, cette deuxième phase de la fatigue, de la tête qui tombe, de l'anesthésie, hein? Allez, passe ça, tu sais bien, passe-le le truc. Tu connais le chemin maintenant. Donc t'attends, sans forcer. C'est ça le truc, c'est que voilà, la pensée me dit aussi, ne force pas, juste attends. Tu perds quoi? 1 heure de ta vie? Putain, c'est bon quoi, c'est pas ouf. Et là, quand t'as passé ces 2 sas mentaux, c'est des sas mentaux, on pourrait appeler comme ça, il y a une porte qui s'ouvre. Ça s'ouvre d'un coup, tu vois. Et là, ah! Waouh! T'as les yeux qui s'ouvrent. C'est-à-dire, t'as plus les paupières qui tombent, t'as les yeux qui s'ouvrent tout seuls, sans forcer. Ça ressemble un peu aux yeux de l'enfant. C'est très léger, tu te sens léger, tu te sens d'humeur joyeuse, enfantine, quoi. Et ça, en fait, tout simplement, c'est juste que c'est l'éveil. Mais ça veut dire que t'es allé au centre de toi. T'es au centre. Donc, t'as passé les couches, tu vois, les sas superficiels de souffrance, de machin, de trucs. T'es au centre, dans ta demeure, et là, tu regardes les choses, tu regardes... Alors, les gens, ils passent.
Mais ça te fait rire. Alors tu vas pas rire comme une tarée, tu vois, mais ça te fait rire intérieurement parce que tu les vois, ils sont pris dans leur truc, tu sais pas où ils vont, ils savent pas où ils vont, ils sont là. T'as la nana qui marche avec ses gros talons trop gros, tu vois, ils sont sacs. Et tu te dis, mais qui va à la messe, mais tu sais, elle sait même pas pourquoi il y va. Il y va parce que c'est un Playmobil programmé par son devoir, ses habitudes. Alors t'es là, tu regardes le spectacle de la vie et tu te dis, putain, c'est trop bien. Oh, je suis bien. Oh, j'ai besoin de rien. Et là, tu commences à te détendre. Et là, t'es dans le présent. Donc, tu t'ennuies pas. Tu vas pas te dire non plus, oh merde, j'ai pas envie que ça s'arrête. Non, t'es juste là, c'est tout, t'es là. Et moi, ce qui s'est passé, donc, c'est que ça s'est produit au bout de ça, peut-être 20 minutes. Et là, il y a un jeune, qui est arrivé. Je le voyais, parce qu'alors, du coup, tu deviens hyper attentif à tout. Et t'as même une vision qui s'amplifie, tu vois, sur les côtés. Non, mais d'ailleurs, putain, t'es en train de muter. Non, mais tu vois bien sur les côtés, tu vois mieux, quoi. T'as la peau de sauce, la peau de sauce que t'avais, la graisse de bine, comme disait Bernard, devant les yeux, bam, tu vois, et, elle a brûlé, quoi, elle a cramé, quoi. Et là, il y a un jeune qui arrive, il avait une petite bougie, il commence à l'allumer, puis je vois qui veut venir me parler, tu vois. Alors, il me dit, je peux m'asseoir à côté de toi et tout. Alors je fais ouais. Et puis voilà, on a commencé à tailler la bavette, à discuter. C'était super intéressant. Et pour dire qu'en fait, c'est le truc qui se produit, tu vois, la rencontre. C'est quelque chose qui a une très, très grande dimension, la rencontre avec soi, la rencontre avec l'autre. Elle est possible quand toi, tu t'es centré. Parce que là, tu es dans une disponibilité. Et l'échange était super intéressant. On a parlé de plein de trucs. C'était un gamin, il doit avoir 18 ans. Mais tu voyais qu'il était hyper mûr. Il avait une conscience de lui-même hyper développée. Et donc, j'ai pas vu le temps passer parce qu'on parlait. Et ils sont sortis, ma famille. Donc, je lui ai demandé, mais tu t'appelles comment, en fait? Et là, il me dit, Félix. Alors, je pars. Et puis, je lui dis, et au fait, joyeux Noël, Félix! Ah, putain, j'ai pas fait gaffe que je faisais la réplique du Père Noël est une ordure. Je n'entrerai jamais avec cette tête de veau. Il fait comme battre. Mais c'est normal ça, quand elle fait des bêtises, je la corrige, c'est l'amour. T'es pas en sucre, non? Mais l'écoutez pas, monsieur Dame, il me manque comme un arracheur dedans. Tiens, l'autre fois chez Roger, il a voulu me faire passer par la d'ordure. Il voulait me friser les cheveux avec le fer à souder. Mais c'est très dangereux, ça, Félix. Mais oui, Thérèse, il est drôlement dangereux. Il a mis ma télé à la consigne, il a bouffé le ticket. Bon, monsieur, ça n'est pas l'armée du salut, sortez. Non, mais c'est des querelles d'amoureux, ça, vous êtes mariés, vous êtes jamais disputés avec votre femme, vous? Oui, mais jamais à coup de fer à souder. C'est parce que vous êtes pas bricoleur, En tout cas, Félix, il ne reste pas moins qu'elle ne veut plus vous voir. Ce matin encore, on était dans les bras l'un dans l'autre, à roucouler comme deux pigeons qui s'aiment d'amour tendre. Alors, vraiment. Félix, joyeux Noël, Félix. Ah, Là, j'ai éclaté de rire intérieurement. Lui, il m'a fait au revoir. Mais en fait, il n'avait pas compris la blague. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas la génération du Père Noël est une ordure. Donc, il pouvait pas... ça lui a pas parlé, quoi. Mais moi, j'ai fait, ah, mais ça, c'est une dédicace. C'est sorti comme ça, spontanément, une dédicace de lettres, tu vois, parce que c'est mon deuxième film préféré après Les Bronzés font du ski. Et là, il y a un nouveau film qui s'appelle Clara et les Chic Types qui est en passe de devenir mon film préféré. Tu vois? Il y a une phrase formidable de Spinoza que j'ai oubliée, mais il avait raison. Mais c'est ça l'amour. Et vous allez peut-être dire que je dérange les grands mots. Je suis ridicule, d'accord, j'assume. Absolument pas, non, tout le monde parle comme ça. Non, c'est très beau, continue. Non, pas du tout. Si vous voulez passer un bon moment et bien rigoler, c'est vraiment génial. D'ailleurs... Non, allez, je dis pas ça, sinon ça va durer 3 plombes. Si Bernard de Montréal, oh putain, plus parler. Il aimait pas les Français, et je le comprends. Parce qu'il disait que les Français, c'était des rats, des pingres, quoi. Ils donnent rien, les Français. quand ils sont venus, je leur ai tout donné, tout. J'ai ouvert ma maison, j'ai accueilli. Je vais en France, à Paris, rien. Même pas un café, rien. C'est vrai que les Français sont des chiens, sont des rats. Mais dans cette culture-là du cinéma des années 80-90 avec l'équipe du Splendide, avec Lascaux, Michel Blanc, Clavier, l'Ermite, en fait, ils subliment cet aspect français
rat, et font transparaître une humanité à travers ce côté rat du français qui passe son temps à se tirer dans les pattes. Et l'accent parisien de l'époque, c'est une tendance à tirer les A vers le bas. Bernard! Girard! Et à ouvrir les oies. C'est toi, François. Ben ça, c'est ce qui s'oppose en fait à cette culture française de l'intellect, où l'intellectuel français, il veut toujours s'élever dans les airs, tu vois. Il veut presque pas toucher la matière, il veut presque pas toucher les mots. Alors il va parler comme ça, comme Fanny Ardant. Ou bien il voudrait avoir l'air hyper subtil, donc il fera plein de manières, mais en fait, il sera juste maniéré. Et il sera pas franc du collier, tu vois, parce que le français, normalement, il est censé être franc. Et ben eux, dans cette culture-là de post-argot, argotique, un peu l'époque Renaud, ben en fait, ils ramenaient tout au côté matériel, concret, avec l'accent. Parce que c'est ça la fonction de l'accent, c'est bien d'appuyer les mots et de les rendre matériels, de les ramener au terrestre. Ça montre aussi l'autre versant de la culture française, quoi. Quoi? La culture française, quoi. Voilà. La France du terroir. Ben, il y a un terroir parisien quelque part. Quelque part. Attention, il va faire tout noir. J'ai mis mon clébard au fond du tiroir. Et pour développer cette conscience vibratoire, il n'y a rien mieux que les vieux films. Soyez attentifs au son. Là, je vais vous passer la scène où il y a Clavier et l'ermite sur un scooter. Écoutez, rien que le son du scooter, il est drôle. Il a un potentiel humoristique, ce son, mais c'est incroyable. Alors vous allez faire la connaissance de Paul. Je vous préviens, c'est un con, hein. Ah bon? Et avec moi, il est d'un paternalisme en plus. On se demande pourquoi. Autrement, il est pas antipathique, notez bien, hein. C'est une sorte de camion, avec des pieds de camion, une boîte de camion. Ah ouais? Alors évidemment, avec Aimé, il s'est planté vite fait. Pauvre type, il est resté hanté par elle, d'ailleurs. Ah bon? Oui, c'est triste. Bon, tenez. C'est les oreilles fatiguées de mettre des planches, hein. Ah, merde! Ah, bonjour ma poule. Bon, tu es gentil, tu m'appelles pas ma poule. Hein. Oui. Bertrand, le nouveau chanteur du groupe. Paul. Bonjour. Salut. Bon, faites le tour, hein, je finis ma colonne. T'es pressé? Mon pote. Toi, t'es où, toi? Et Charles, ton nœud pape, là. Heureusement qu'il n'était pas plus haut, on ne te voyait plus. Oui, d'accord, bon, ben, dépêche, hein, parce que là, on est quand même... Dis donc, Paul, tes photos avec Aimé, là, je sais pas si j'adore. Hein. Alors, commence pas à dire du mal de mes photos, elles sont aussi bonnes que les tiennes. Non, c'est pas ça, mais enfin, avec Ouais, le tu défilé m'en des passes, mecs... c'est bon, je reviens. Non, c'est vrai, ça, faut tout le temps qu'il critique tout le monde, monsieur, là. J'ai pas raison, Bernard? Ah, salut, Robert, ça va, la Fatma? C'est un con. Bon, toi, Jean-Jean, jeudi soir. Allez, allez-y, les gars. Bon, qu'est-ce qui conduit le bus, là, c'est toi? Bah, ouais. Ah bah, vas-y. Après vous, Arrête, merde, hein. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, Bernard? Ah, Bertrand, hein. Vous pouvez continuer avec Bernard, là. Ah ouais, ouais. Bon, tu m'excuses, ma poule, pour le contretemps, là, mais j'ai un de mes comptables, il a fallu que je reste pour le remplacer. Cet abruti, il a perdu sa femme. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, je te laisse à cause des Oh, trucs, hein. maintenant que j'y pense, là. Tu peux me porter ça jusque là-bas? Hein? Oui. Et alors, vous êtes venu comment, là? Bah, en 2 roues. Bon, ben, vous le laissez là, vous le reprenez lundi. Ouais. Hein? Eh ben, allez. Ah ben, voilà le bolide, là. Bien. C'est comme ça que ça s'écrit, là? Why not orchestra? Ouais. C'est super beau, merci beaucoup. Hein. Non, c'est rien, moi je m'en sers pour transporter mes gars, le week-end je m'en sers pas alors. Et tu veux essayer? C'est avec 2 doigts, hein? En douceur. Alors? Je m'excuse, mais pourquoi c'est moi qui porte ça? Bah tu vois pas, on en est même occupé là. Donne-moi ça. Charlie, je t'aime moi. Mais moi aussi.
Voilà, voilà, voilà. Donc, faites-le si vous voulez l'expérience de l'éveil. Hein, c'est vraiment pas réservé aux élites. On peut tous s'éveiller. Tu peux t'éveiller dans une salle d'attente. Le mieux, c'est de le faire quand t'as une contrainte. Ah ben c'est ça qu'ils disent pas, ces cons de bouddhisme. Le mieux, c'est de le faire quand t'as une contrainte. Parce que finalement, tu te bats contre Satan. Hein. Satan, l'attente, le temps qui passe et qui t'écrase. Et après lequel tu cours ou que tu subis. Tu vois. Mais là, dans l'éveil, tu sors du temps. Donc en fait, tu niques Satan. Donc quand tu as une contrainte, imaginons que tu sais que tu as 1 heure à tuer, entre guillemets, et que tu veux que cette heure soit productive, mais que tu peux rien produire. Ben, tu l'utilises pour aller au centre de toi, pour contacter Houston, contacter la base. Et là, tu n'auras vraiment pas perdu ton temps. Parce que quand tu es là, c'est du temps que tu as, non pas gagné, mais ceux qui essayent de gagner du temps, ils en perdent tout le temps. C'est la ligne de temps dont tu t'es extirpé. Et donc, ça t'amène dans cet espace de l'éternité qui fait que ben, tu vas avoir un bon souvenir de ce moment-là. Tu vois, c'est comme quand tu es... j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais quand tu es avec des gens, tu vois, tu passes un super bon moment avec d'autres personnes, tu as l'impression d'être hors du temps. Et tu t'en rappelles. D'ailleurs, les souvenirs les plus marquants dans nos vies, ça qui est intéressant, c'est comment un souvenir se crée, c'est parce que tu es sorti du temps. Hein, moi, quand j'étais adolescente, première fois que j'embrasse un garçon et tout, en plus j'étais tellement amoureuse de lui, bon bah j'étais hors du temps. Ça m'a créé un souvenir, un espace d'éternité. Finalement, les souvenirs, ce sont des espaces d'éternité. Et le truc, c'est que ces espaces d'éternité, on les a quand on partage quelque chose avec quelqu'un. Et là, l'objectif essentiel, réel, c'est d'établir ce partage avec soi. Partager le moment avec soi. Voilà. C'est ça. Et aussi un autre petit truc par rapport à la signification dans la religion, Dieu, l'enfant Jésus. Dieu, c'est en fait l'origine du concept, de ce qu'est un concept. Un concept, c'est une idée générale. Dieu, c'est le concept. De quoi Dieu est le concept? Dieu, c'est le concept de l'être supérieur. Voilà, l'être supérieur. Et ce concept, donc, c'est les hommes qui l'ont créé. En fait, un concept, c'est une abstraction et qui demande à être rendu réel. Rendre réel le concept de Dieu, c'est de réaliser que cet être supérieur, c'est nous-mêmes, c'est notre être. Et c'est supérieur par essence, ça n'a pas besoin de rajouter supérieur, c'est supérieur l'être, au paraître, voilà, bon. Et l'enfant Jésus, quand je me suis retrouvée à regarder un documentaire sur les To Be Free et sur les boys bands, que j'ai trouvé super intéressant, et d'ailleurs, j'aimerais faire un truc là-dessus un jour, mais bon, bref. Il y avait un ex-membre d'un boys band qui est tombé dans la dépression suite au fait que plus personne ne le regardait. Il a trouvé une rédemption dans la religion, et il parlait à la télé de cette rencontre avec le corps du Christ. Alors moi, c'est quelque chose qui est très mystérieux pour moi, vu que j'ai jamais vécu ça. J'avais déjà rencontré des personnes qui parlaient de ça, quoi, de cette... je sais plus, il y a des termes... l'Eucharistie, enfin, voilà. Moi, je comprenais pas bien. Et, en fait, c'est... comment dirais-je, la version occidentale de l'éveil, nous les occidentaux dans la religion chrétienne, on a eu besoin d'anthropomorphiser beaucoup les choses, alors que dans d'autres traditions, ils ont d'autres modes de représentation et ils vont cultiver d'autres formes. Par exemple, le Tao,
finalement le Tao, c'est l'espace de l'être, c'est la grandeur de l'espace intérieur de l'être. Bon, en Asie, ils vont appeler ça le Tao. C'est abstrait, c'est un cercle. C'est plus représenté par un cercle. Le cercle ou le centre. Je retrouve ça aussi dans un peintre finalement, celui que j'aime le plus dans toute l'histoire de la peinture, c'est Olivier Mosset, parce que il a fait une peinture du cercle, un cercle noir sur fond blanc. Pour moi, ça, c'est une représentation de l'être. C'est ce cercle qui est centré et qui te centre, qui te recentre, et qui peut aussi te permettre d'activer cette spirale ascendante. Donc on retrouve le truc circulaire, mais ascendante, donc qui évolutif, quoi. Donc ce truc de la rencontre avec le corps du Christ, pourquoi pourquoi le Christ est représenté comme avec l'enfant Jésus? Pourquoi c'est l'enfant Jésus? Pourquoi c'est un enfant, en fait? Mais finalement parce que l'être, c'est la fusion entre l'enfant intérieur et Dieu le Père, l'être supérieur. Et ben en fait, c'est l'adulte avec son ego, avec sa conscience de lui-même. C'est ça qui est supérieur dans l'humain. Donc, adulte, ego, conscience de soi, que n'a pas l'enfant. Mais l'enfant, lui, il a la spontanéité, la créativité, c'est le potentiel. Et donc, les deux l'un dans l'autre, eh ben, c'est l'être. Voilà. Et la présence, c'est l'état de connexion avec l'être. La présence, c'est ce à quoi tu peux accéder au travers de l'éveil. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Et tout le monde peut y arriver. C'est pas une question de le vouloir, comme ils disent les gens, il suffit de le vouloir. Non, il suffit d'en avoir une intention réelle, donc un besoin réel. Si tu n'en as pas le besoin réel, ça ne peut pas fonctionner parce que ça ne viendra pas de l'intérieur de toi. Le besoin, c'est ce qui vient de l'intérieur. Si ça n'a juste envie, ça vient de l'extérieur, ça vient du personnage. Donc le personnage, lui, il t'amène toujours plus loin à l'extérieur. Je reviens là-dessus, c'est important. Quand je disais que ce qui s'oppose à l'être, c'est le paraître, c'est pas l'avoir. Il y a énormément de gens dans la spiritualité qui se dépossèdent de tout un tas de choses, mais qui sont toujours dans le paraître parce qu'ils ont envie de s'éveiller pour paraître éveillés. Ça vient pas d'un besoin. Voilà. Allez, c'est tout pour cette petite capsule.